سيدتي وسادتي مرحبا بكم وأستسمحكم بإلقاء كلمة باللغة الفرنسية. Monsieur le secrétaire d'État aux collectivités locales, Mesdames et Messieurs les députés et représentants du peuple, Monsieur le directeur général de la coopération euro-méditerranéenne, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le directeur général du CEFAD, Monsieur le directeur général de l'ENA, Monsieur le vice-président du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, Monsieur le président de la TERDAL, Mesdames et Messieurs les représentants d'ALDA, Madame la représentante du Club de Madrid, Mesdames et Messieurs les membres du comité de suivi du programme, Mesdames et Messieurs les cadres et responsables de l'administration tunisienne, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers experts, chers partenaires, chers invités, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et je vous souhaite à tous la bienvenue. Permettez-moi également, Mesdames et Messieurs, de dire à quel point nous sommes honorés et heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui un homme politique qui a marqué l'histoire de son pays, de l'Europe, un brillant intellectuel qui a contribué et contribue toujours à l'édifice des valeurs de l'humanité et un militant courageux qui a su mener le plaidoyer et gagner le pari sur des questions sociétales qui ont toujours été controversées. Nous sommes ravis d'accueillir le président Zapatero. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous présenter rapidement le programme d'appui à la société civile. C'est un programme financé par l'Union européenne qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le gouvernement tunisien représenté par le ministère de la coopération internationale et la délégation de l'Union européenne en Tunisie. Ce programme est dirigé par un consortium qu'on a voulu paritaire, qui est dirigé par EPD, European Partnership for Democracy, avec deux partenaires publics, l'ENA et le CEFAD, et deux partenaires privés, le Forum des droits économiques et sociaux et la TERDAL. La spécificité du PASC est que c'est un programme qui renforce à la fois les capacités de la société civile ainsi que celles des acteurs publics locaux et régionaux en vue de créer entre eux des espaces de dialogue et de concertation et de développer ensemble de bonnes pratiques de gestion conjointe des affaires publiques locales que nous pourrions dupliquer dans d'autres régions. Le PASC est présent dans les 24 gouvernorats du pays. Et au bout d'un an et demi d'activité, les résultats sont fort encourageants. Vous avez une brochure qui vous donne une idée sur ce qu'on a réalisé. Mais globalement, il y a trois résultats importants. C'est que nous avons réussi à créer une soixantaine d'espaces permanents de concertation entre acteurs publics locaux, de tout niveau, avec les sociétés, les organisations de la société civile. Nous avons dans le giron du PASC, directement, indirectement, à peu près 2500 associations. Et surtout, nous sommes en train d'avancer avec la société civile, conjointement avec les acteurs publics, sur deux éléments très importants, à savoir le diagnostic territorial participatif et l'élaboration de projets de loi participatifs qui concernent entre autres la décentralisation sur laquelle nous allons faire une grande consultation. Pourquoi l'organisation de ce colloque international sur cette question importante qu'est la décentralisation? La décentralisation, comme vous le savez, mesdames et messieurs, vient d'être consacrée dans la nouvelle constitution tunisienne. La Tunisie opte donc pour une nouvelle dynamique institutionnelle, pour un nouveau mode de gouvernance. Le choix est irréversible.
Il s'agit bien d'une mutation profonde, avec rupture de tendance, comme on l'utilise dans le langage prospectiviste. Il faut absolument se donner les moyens pour réussir cette transition dans le processus de prise de décision. Là, tout le monde est d'accord. Néanmoins, sur le terrain, notre expérience de proximité avec les organisations de la société civile, avec l'administration locale et régionale, le diagnostic territorial que commencent à développer certaines associations, les débats organisés autour de problématiques locales de développement, les difficultés économiques des régions et l'aggravation des problèmes de chômage, les tendances nourries vers des situations d'ingouvernabilité, voire de dérive sécuritaire, sont autant d'éléments qui nous interpellent aujourd'hui sur le degré d'aptitude de toutes les composantes de la société à réussir le pari de la transition vers un mode de gouvernance décentralisé. Le problème à ce niveau est que face à cette ribambelle de difficultés et de problèmes que nous vivons actuellement, le citoyen tunisien attend énormément de la décentralisation. Il a même la conviction qu'elle représente une panacée, c'est-à-dire le remède miracle à tous les problèmes. Cette assimilation par le citoyen de la décentralisation à la panacée est à la fois rassurante et inquiétante. Rassurante car le Tunisien a assimilé la mutation institutionnelle et adhère au processus de décentralisation, donc les risques d'opposition et de refus de réforme est minime, mais inquiétante car si le citoyen ne s'y trouve pas dans ce schéma, qui lui est totalement inconnu, si la décentralisation ne règle pas au plus vite ses problèmes et ne répond pas à ses aspirations, dans ces conditions, tous les scénarios seraient désormais envisageables. Il est donc primordial qu'aujourd'hui, de tout faire pour que le processus réussisse. Nous n'avons ni le choix, constitutionnellement parlant, ni la latitude et le temps, socialement et économiquement parlant, pour une remise en question ou un retour en arrière. Par contre, il serait plus judicieux de pousser et d'élargir la réflexion et de l'affiner, et surtout de faire participer réellement la société civile dans ces débats, à une large échelle, pour que le produit en termes de loi soit le plus participatif possible et donc engageant pour toutes les parties prenantes. Nous estimons qu'il y a un déficit considérable à ce niveau et nous assistons aujourd'hui à un travail et à une expertise technique sur les lois de la décentralisation qui se fait, sans la prise en compte pour être peu ou pas débattu publiquement de certaines dimensions importantes de la décentralisation, 2, sans une consultation élargie, bien représentative et bien orchestrée entre toutes les parties prenantes et pas uniquement la société civile. Ce n'est pas à travers les conclusions tirées des focus group d'une vingtaine de personnes qu'on engage le pays dans des mutations sociétales profondes. Il est également à remarquer que sur cette problématique importante, c'est l'approche juridico-politique au sens strict qui a toujours mené et dominé les débats. On estime que d'autres dimensions, non moins importantes, n'étaient pas suffisamment traitées ou carrément évacuées du débat. L'approche juridico-politique de la décentralisation s'était imposée peut-être parce que nos amis juristes avaient monopolisé la scène politique depuis la Révolution, mais lorsqu'il s'agit d'une question dont la portée va de la simple autonomie régionale au fédéralisme, avec des scénarios divers, là il faudrait que l'analyse soit multidimensionnelle,
que le débat soit pluridisciplinaire. C'est donc dans cette optique que le PASC, en partenariat avec le CEFAD, organise cet espace de réflexion, suscite le débat sur certaines dimensions de la décentralisation et actualise la réflexion en fonction des prémices et des premières leçons tirées de l'expérience de notre pays dans la tradition vers la démocratie. Des questions relatives à l'enjeu fiscal, par exemple. A-t-on bien défini l'approche sur l'épineuse question de la fiscalité locale? Politique au sens large ou purement instrumentale? Comment la concevoir selon des cohérences visant à un lien social, l'instauration d'un lien social? Que faire si les régions seront fortement incitées à entrer dans un jeu de moins-disant fiscal afin de soigner leur attractivité? Deuxième enjeu, c'est la relation entre la décentralisation et le développement local. Et là, les choses ne sont pas très claires. On a toujours tendance à les confondre alors qu'il s'agit de deux sphères différentes. La relation transitive entre les deux est-elle valable au cas tunisien? Une démarche décentralisatrice purement juridique et administrative pourrait-elle prétendre produire du développement local? Comment concilier entre la décentralisation comme projet politique et le développement local comme pratique sociale? Problème de la péréquation entre les régions, la redistribution entre les régions. On va l'opérer par le biais de quelles ressources? Finance-t-on les actions d'une feuille de route pour réduire les inégalités et les déséquilibres sans casser la dynamique des espaces en forte croissance? Par quels moyens favorise-t-on la solidarité territoriale, la péréquation régionale? Au niveau de la participation citoyenne, des interrogations. Que faire si les collectivités locales, conscientes de leurs capacités embryonnaires, de la faiblesse de leurs ressources propres, ne persévèrent pas et deviennent passives? Si les citoyens, lassés des faibles niveaux de transparence et de responsabilisation des collectivités locales ou des réticences de l'administration centrale à renoncer à ses compétences décisionnelles, se retirent du terrain, n'y a-t-il pas là un sérieux risque de retour de la corruption et du gaspillage? La problématique du genre, qui n'a jamais été liée à la problématique de la décentralisation. Toutes les études montrent que la décentralisation est nocive à la participation des femmes, quel que soit le pays. Et là, quelle stratégie envisager, par exemple, dans ce cas, pour éviter que plus de la moitié de notre société soit exclue de la participation? Enfin, sur la question du découpage territorial, comment assurer une cohérence économique à l'intérieur de chaque région et celui d'équilibre économique entre régions, quand bien même il est montré que ce choix dépend davantage d'arbitrage politique que de raisons purement économiques? Y aurait-il l'acceptabilité sociale des villes susceptibles de devenir chef-lieu des régions ayant fusionné? Toutes ces questions, et bien d'autres, et qui sont d'une brûlante actualité, seraient débattues aujourd'hui avec des interventions de très haut niveau qui nous permettront d'avoir des éclairages nouveaux sur les sentiers liant la décentralisation à la cohésion sociale et au lien social salutaire pour notre pays. J'espère que notre journée vous apportera intérêt et satisfaction. Bon séjour parmi nous, honorables invités, dans notre douce Tunisie, épisodiquement souillée par le vice, mais qui demeure digne, inaltérable, vertueuse et fière de ses 3000 ans d'histoire. Je vous remercie de votre attention.